ce qui était assez perturbant, c'est qu'on n'avait ni réseau, ni internet, partout. Donc notre maison, en fait, d'ailleurs pour l'anecdote, quand on est arrivé, comme je disais, c'était la première semaine de août, c'était vraiment la semaine la plus chaude en Bulgarie. On est arrivé dans notre maison, qui est quand même une très vieille bâtisse, vraiment c'est quelque chose des maisons du siècle dernier, j'ai envie de dire, et on n'avait pas d'eau. Pendant 3 jours, on est resté sans eau dans notre maison. Alors je te laisse imaginer avec la chaleur qu'il faisait dehors, à travailler avec les chevaux, dans la poussière, etc. On pouvait même pas prendre de douche, on pouvait même pas boire. Il n'y avait pas d'eau pour les toilettes non plus. Avant de te laisser avec ton épisode du jour, j'aimerais partager avec toi quelque chose que j'ai découvert récemment et qui risque fortement de t'intéresser. Est-ce que tu connais l'application Zaptax? Z-A-2-P-T-A-X. Sinon, écoute ce qu'il va suivre car ça va vraiment te permettre de gagner de l'argent. Si tu es expat, j'imagine que comme moi, quand tu reviens en France, tu fais le plein de produits que tu ne trouves pas dans ton pays d'expatriation. Mais sais-tu que tu peux te faire rembourser la TVA? En utilisant l'application Zaptax, tu peux facilement et rapidement détaxer les produits que tu achètes en France, mais aussi en Espagne ou en Belgique, dans plus de 1 million de commerces. Il y a déjà plus de 40 000 utilisateurs, l'application a été créée en 2017 et elle est la première sur le marché. Sans compter qu'elle est certifiée par la Direction Générale des Douanes. C'est fou, non? Je t'invite vraiment à aller sur leur site internet www.zaptax.com pour en savoir plus sur cette détaxe 2.0. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et je te retrouve tout de suite pour ton épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur Fille Expat, le premier podcast francophone qui donne la parole aux femmes expatriées aux 4 coins du monde. Je suis Kelly Barichello et à travers chaque épisode, je te partage la conversation que j'ai eue avec une femme inspirante qui a osé sauter le pas de l'expatriation. On va te faire découvrir une nouvelle destination, un mardi sur 2, en échangeant en toute transparence sur le ressenti de chacune avant le départ, mais aussi une fois sur place. On va également tenter de comprendre les différents challenges que chaque pays peut avoir et te donner des réponses aux questions que tu te poses peut-être si toi aussi tu souhaites t'expatrier. Chaque discussion se veut authentique et on l'espère va rassurer les familles qui, eux, sont restées dans leur pays d'origine. Surtout que dans cette saison 5, croyez-moi, c'est dans les pays vraiment atypiques que j'ai décidé de t'emmener. Si vous souhaitez rejoindre les coulisses de Fille Expat, je vous invite à vous abonner au compte Instagram. Le lien se trouve directement dans la description de chaque épisode. Allez, embarquement immédiat, très bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour un nouvel épisode de Fille Expat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir une invitée qui va nous parler d'un pays qui est en quelque sorte un espèce de melting pot culturel aux influences apparemment grec, slave, ottomane et perse. Donc voilà, ça c'est Wikipédia qui le dit. Mais bon, en tout cas, je vais la laisser se présenter. Si tu peux commencer par ton prénom, ton âge et la ville où tu te trouves actuellement. Donc moi c'est Emeline, actuellement je suis dans les Vosges en France. Je suis rentrée de Bulgarie. Voilà, donc elle va nous parler de la Bulgarie. Et avant qu'on rentre dans le détail de son expérience d'expatriation, je vais lui faire cette petite série de questions vraies ou faux. Donc Emeline, surtout n'aie pas la pression, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc première question, la Bulgarie est le pays qui produit 85% au monde d'huile de tulipe. C'est vrai. Eh ben c'est faux, en fait c'est de l'huile de rose. et apparemment ils ont la vallée de la rose, ou la vallée des roses, je ne sais pas trop. Mais oui, bien sûr. Voilà, donc d'ailleurs, j'invite celles et ceux qui nous écoutent à faire une petite recherche Google Images ou de joindre ma newsletter parce que je compte incorporer une petite photo parce que je trouve que c'est vraiment chouette comme endroit. Deuxième question, la Bulgarie est le premier pays d'Europe avec le plus grand nombre de sources thermales naturelles. Elle réfléchit. Tu peux dire au pif. Je sais pas, peut-être que c'est faux. Eh bien, que c'est faux. Voilà, c'est faux. C'est le deuxième pays d'Europe, par contre. Donc ça, je trouvais que c'était assez étonnant quand même. Ils sont deuxième après la Hongrie. Et ça fait donc, en quelque sorte, moi, je dirais un espèce de petit paradis de spa naturel. Parce que du coup, y a plein de petits spas. Et comme c'est des sources naturelles, je trouve ça super. Troisième question. Les signes de tête pour dire oui ou non sont inversés en Bulgarie. Ça, c'est vrai, j'en ai entendu parler et je l'ai même constaté au quotidien. Ouais, donc ça, je trouvais que c'était très important de le souligner parce que du coup, si on nous pose une question et qu'on répond non en faisant un signe de la tête, eh ben, on va dire oui. Et ceci vient du temps où il y avait des prêtres grecs dans les églises, car en grec, oui se prononce né, alors qu'en bulgare, né signifie
Non. Voilà, je ne sais pas si tu le savais, mais je trouvais ça super cool. Exactement, oui. Oui, je le savais. Ouais, je pense que cela vaut mieux le savoir avant de partir. Et puis, je t'ai préparé une petite question bonus parce que ton épisode sort le lendemain de la Saint-Valentin. Donc, je me suis dit que ça allait être sympa de faire une petite touche spéciale Saint-Valentin. Alors, les Bulgares célèbrent leur amour pour le vin et les vignerons le 14 février. C'est bien possible. Eh bien oui, c'est vrai, je trouvais ça excellent. Et moi qui suis une célibataire endurcie, je pense que le 14 février 2023, je vais aller en Bulgarie. Et en fait, ils célèbrent ce qu'ils appellent le Tryphon Zarezan, je ne sais pas si je prononce correctement, qui était un saint martyr originaire de la région qui est considéré comme le berceau du vin en Bulgarie. Donc je trouve ça super cool. Est-ce que toi, tu y étais du coup le 14 février en Bulgarie? Pas du tout. Alors moi, je suis partie 2 mois, c'était de août à septembre, donc pas du tout. D'accord. Bon, bah peut-être que la prochaine fois, essaye de coordonner les dates, ça pourrait être sympa comme événement, je trouve. Bon, bah trêve de plaisanterie. Je vais maintenant te laisser la parole pour que tu puisses présenter à nos auditrices et auditeurs qui tu es et comment tu en es venue à partir quelques mois en Bulgarie. Donc, comment je suis arrivée à partir en Bulgarie? Ça, c'est une bonne question. Je pense que, en fait, j'ai toujours eu envie de voyager, ça, c'est sûr. J'ai pas beaucoup eu d'opportunités de voyage récemment. J'ai commencé par des petits week-ends en Europe, à droite à gauche, comme ça, pour découvrir. J'ai découvert la Pologne, c'était mon premier pays. Ensuite, j'ai découvert un peu les pays nordiques avec la Lituanie, la Lettonie. Et puis après, je voulais partir faire un volontariat. Donc, j'ai commencé à chercher via le Corps européen de solidarité. Mais pour ça, il faut chercher un peu les missions, il faut se renseigner. Et en fait, moi, ce que je voulais surtout, c'est trouver une mission qui m'intéresse. Plus qu'un réellement un pays, c'était surtout pour la mission. Et faut dire que la Bulgarie, c'est pas forcément le pays auquel j'aurais pensé me rendre, mais la mission, c'était vraiment la mission parfaite pour moi. C'était avec des chevaux, donc c'était voilà, moi je suis une grande fan de chevaux, donc forcément ça m'a tout de suite sauté aux yeux. C'était de l'équithérapie, donc avec des enfants handicapés, donc forcément pour moi c'était l'opportunité parfaite, même si la Bulgarie c'était pas forcément le pays où j'aurais pensé aller, effectivement. Super. En tout cas, c'est intéressant de savoir que déjà tu avais quand même 2 objectifs. C'était déjà dans un premier temps, tu voulais absolument faire un volontariat et tu savais qu'il fallait qu'il y ait un rapport avec les chevaux, si j'ai bien compris. Oui, alors, c'est pas forcément que je voulais absolument que ce soit avec les chevaux, mais comme je sais que j'ai un domaine de compétences quand même avec les chevaux et que j'adore ça, je me suis dit, ça serait l'idéal. Après, c'est vrai que corps européen, il n'y a pas beaucoup forcément de missions avec des chevaux, donc c'était assez compliqué de trouver ça, effectivement. Mais là, quand je l'ai vu, je me suis dit, il faut absolument que je postule, et au final, il s'est avéré qu'il n'y a pas eu énormément de postulants, donc j'avais toutes mes chances d'être retenue. Ok. Et bah d'ailleurs, pour en revenir là-dessus, donc toi déjà, juste pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, tu étais à quel moment de ta vie? Tu venais de finir tes études, t'étais en transition, qu'est-ce qui se passait? Alors, j'ai fini mes études en 2021. En fait, normalement, j'aurais dû les terminer en 2020, sauf qu'on a été un peu pris par le Covid. J'ai pas pu partir en stage. Je devais partir normalement 6 mois à Lisbonne en stage. Ça a été annulé à cause du Covid, donc j'ai un peu reporté ça. J'ai validé ma licence donc à la place en 2020. J'ai fait un service civique de 6 mois en France. Ça a été une très très bonne expérience. Et à la suite de ça, je me voyais pas rester en France, mais je savais pas exactement quoi faire. Et comme j'avais déjà cet aspect de volontariat que j'avais déjà fait avec le service civique, j'avais envie de continuer à me rendre utile. Et partir en Europe, c'était l'opportunité parfaite pour moi de voyager et de me rendre utile. Et comment t'as choisi le corps européen? Alors, le corps européen, en fait, j'en avais entendu parler justement pendant les formations service civique. On nous a parlé justement de ça. On avait fait quelques formations pour nous mentionner ce que c'était en fait le corps européen. On nous avait appris un peu comment rechercher des missions, etc. Et à partir de ça, moi, j'ai eu envie de me renseigner encore davantage sur le sujet. Je me suis rendue sur la plateforme et c'est là que j'ai commencé à chercher des missions finalement. Et combien de temps tu dirais entre le moment où tu as commencé à faire tes recherches et le moment où tu as trouvé une annonce qui te plaisait? Je dirais que j'ai commencé à peu près vers le mois d'avril, peut-être, quelque chose comme ça, ouais, vers la mi-avril, je dirais. Et j'ai trouvé la mission, disons, fin mai. J'ai fait l'entretien avec l'organisme à la mi-juin. Et après, je suis partie fin juillet. Voilà. Super. Alors, le corps européen, on en avait parlé dans l'épisode numéro 21 avec Elise qui était partie en Islande. Mais est-ce que tu pourrais peut-être rappeler aux personnes qui nous écoutent quelles sont les spécificités qui sont liées à ce programme d'expatriation? C'est en fait un programme de volontariat qui s'adresse aux jeunes de 18 à 30 ans qui sont membres de l'Union européenne. Donc n'importe qui peut partir dans l'Union européenne pour un projet de volontariat. Ça peut aller de environ 1 mois à 12 mois maximum.
On a la possibilité de faire des missions courtes ou des missions longues. Les missions courtes vont jusqu'à 2 mois et au-delà de 2 mois, c'est des missions longues. Mais il faut savoir qu'on peut partir jusqu'à 2 fois avec ce programme-là, une fois en mission courte et après en mission longue, mais pas l'inverse. C'est-à-dire que si on part en mission longue, on ne pourra pas ensuite faire une mission courte. D'accord. Est-ce que du coup, toi, tu avais spécifiquement choisi une mission courte pour commencer ? Pas vraiment, en fait, j'ai surtout choisi la mission parce qu'elle m'intéressait. J'aurais presque même préféré qu'elle soit une mission longue parce que 2 mois, c'était pas assez en fait. Ouais, j'allais dire, c'est quand même assez court, 2 mois. Surtout, ouais, quand c'est une mission aussi intéressante que ça, j'aurais aimé que ça dure un petit peu plus longtemps. Après 2 mois, c'était la durée parfaite, comme j'étais jamais partie à l'étranger. Commencer par 2 mois toute seule comme ça, c'était déjà un très bon début. Si j'étais partie plus longtemps, je pense que ça aurait été peut-être un petit peu plus difficile de partir loin de la maison plus longtemps. Et du coup, est-ce qu'on est payé pendant ce service ou c'est vraiment du volontariat pur et dur ? Alors, on n'est pas vraiment payé. Par contre, on a tous les frais qui sont pris en charge, donc les frais de transport, notamment l'avion qui est remboursé à la fin du volontariat, le logement qui est payé, la nourriture également. On a des petites compensations financières. C'est pas énorme au niveau compensation. On doit gagner peut-être... non, je vais pas donner de montant, j'en sais rien en fait. Je crois que c'était à peu près 6 € par jour ou quelque chose comme ça, non ? Oui, peut-être, c'est possible. C'est vraiment quasiment rien au niveau des compensations. Et on a aussi la possibilité d'avoir une participation à la nourriture quand on part de notre organisme. C'est-à-dire que si je décide d'aller visiter une ville pendant quelques jours, ils vont nous donner, je sais plus, ça doit être 4 € par jour pour la nourriture pendant la période où on ne sera pas présent dans l'organisme. Super. Et donc, comment on se prépare par rapport à ça, justement ? Je sais que tu m'as dit que tu n'as pas eu trop de préparation à faire, mais à partir du moment où on t'a dit, c'est bon, c'est validé, tu pars en Bulgarie, déjà au niveau des dates, est-ce que tu as pu faire un choix au niveau des dates ou c'était imposé par l'organisme ? Alors oui, les dates, elles étaient imposées, effectivement. En fait, l'organisme dans lequel j'étais, ils ont 3 sessions de volontariat dans l'année. Ils ont avril, mai, juin, juillet et août, septembre. Moi, j'étais dans la dernière session de août-septembre. Donc, ils ont en fait à chaque fois 3 volontaires par session. Et oui, au niveau préparation, il n'y a pas grand-chose à préparer, si ce n'est qu'on a pas mal de paperasse à remplir auprès de notre organisme d'envoi. Donc en fait, moi, après l'entretien que j'avais eu avec l'organisme qui ont décidé de me prendre, il fallait que je contacte mon organisme d'envoi, voir avec eux quels étaient les préparatifs, les justificatifs à prévoir, tout ça. Et donc à ce moment-là, il faut prévoir tous les papiers, leur envoyer. Et après ça, on peut réserver le billet d'avion en concertation avec l'organisme, bien sûr. Donc, c'est eux qui m'ont dit, ces horaires-là, ça ne va pas, ces horaires-là, ça convient un peu plus. Et à partir de là, j'ai pu réserver mes billets d'avion. Faut savoir que les billets d'avion, ils sont remboursés, mais seulement à la fin du volontariat. Et pour moi, ça a pris pas mal de temps après la fin de mon volontariat pour recevoir mon remboursement. Donc ça, c'est quand même un coût à prévoir. Pour la Bulgarie, je crois que le montant des billets d'avion maximum que j'avais, ça devait être 275 €. C'est le forfait qui est alloué par l'Union européenne pour les billets d'avion. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même bon à savoir. On ne peut pas prendre n'importe quel vol comme ça. Il faut quand même rentrer dans le budget ou alors être prêt à mettre de sa poche en supplément. Ok, super. Et du coup, quand tu parles de paperasse, etc., et de choses à renvoyer, est-ce qu'il y avait des choses vraiment compliquées, comme par exemple, je peux penser, moi, ce qui me vient en tête, c'est par exemple faire une lettre de motivation, ça, des fois, ça freine un peu. Ou est-ce que c'était juste, par exemple, pièce d'identité, des choses assez basiques ? Alors, au niveau de l'organisme d'envoi lui-même, non, c'était vraiment pas difficile. Au niveau des pièces, c'était vraiment des choses, voilà, passeport, un justificatif de domicile, il y avait les formulaires de renseignement. Parce qu'en fait, eux, il faut savoir aussi qu'ils souscrivent pour nous une assurance de façon automatique. Donc, ils ont besoin aussi de connaître nos allergies, nos antécédents médicaux. Ils ont un certificat médical. Il m'a semblé d'ailleurs que j'avais eu un petit souci par rapport à ça. Parce que, avec le contexte Covid, la Bulgarie, c'est une destination qui était quand même difficilement accessible. Et ils nous ont demandé d'avoir un certificat de non-vulnérabilité à la Covid, donc qui prouve qu'on n'est pas vulnérable à la Covid. Et c'est un certificat que j'ai eu beaucoup de mal à obtenir, parce que mon médecin ne voulait pas justifier que j'étais pas vulnérable. En même temps, les médecins ils peuvent pas forcément savoir si on est vulnérable ou pas, c'est compliqué de savoir qu'on va développer une forme grave. Donc ça, j'ai dû aller voir quand même un deuxième médecin pour qu'il me le fasse, et voilà, mon médecin traditionnel n'a pas voulu me le faire. Et c'était peut-être un peu la petite difficulté au niveau des papiers, mais sinon le reste, non, c'était pas compliqué. Après, tu parlais de lettre de motivation. Au moment où on postule, qu'on envoie notre candidature via la plateforme Corps européen, on a un petit texte de motivation à écrire en anglais. C'est vraiment quelques lignes, c'est pas du tout une forme de lettre de motivation super longue, c'est vraiment quelques lignes. D'accord. Et toi, ton niveau d'anglais, d'ailleurs, il était comment avant de partir ? Plutôt bon. Je dirais que je me suis toujours bien débrouillée en anglais. J'ai plutôt des facilités avec les langues étrangères. Maintenant, j'ai jamais réellement pratiqué en conditions réelles. Ça me faisait pas peur parce que je savais que j'allais très bien comprendre et j'arriverais à communiquer suffisamment avec les locaux et avec les autres volontaires.
Je suis partie avec 2 filles portugaises, donc forcément on a aussi cette petite différence de langage. J'aurais très bien pu partir avec des Français, puisque finalement les nationalités qui étaient présentes dans mon organisme, c'était soit français, allemand, luxembourgeois ou portugais. C'est les 4 nationalités avec lesquelles ils ont des partenariats. Donc voilà, j'aurais très bien pu tomber sur des Allemands ou des Luxembourgeois, c'était possible. Mais là, pour le coup, non, je suis tombée avec 2 Portugaises. Et donc forcément, on avait cette différence de langage et de culture. Mais l'anglais, ça ne m'a vraiment pas posé problème. Et j'ai réussi à avoir des conversations très intéressantes aussi, tant avec les locaux qu'avec justement les autres volontaires. Super. Et du coup, d'ailleurs, avant de partir, est-ce que tu avais pu échanger avec des personnes qui étaient déjà allées justement dans cette mission en Bulgarie ou pas du tout? Alors justement, ça, c'était peut-être une de mes particularités parce que justement, j'ai voulu contacter un ancien volontaire, un Français qui était originaire du sud de la France. Je l'avais contacté pour justement avoir un peu son retour d'expérience, comment ça se passe, comment est la nourriture, comment est le logement, qui m'envoie quelques photos aussi un peu de l'endroit et du logement, du village, etc. Parce qu'en plus, nous, on allait habiter dans un petit village vraiment perdu au fin fond de la campagne bulgare. Donc ça me faisait aussi un peu peur à ce niveau-là. Voir son retour d'expérience, je pense que c'est intéressant pour moi, effectivement. Donc je l'avais contacté via Messenger, il m'avait donné pas mal d'informations, d'ailleurs il m'avait fait énormément de messages vocaux pour tout me raconter, donc vraiment j'étais super reconnaissante d'avoir ces infos de sa part. Et ouais, ça m'a beaucoup aidé à me préparer justement avant de partir et un peu à relativiser et à me déstresser aussi de voir un peu comment c'était pour lui et ce qu'il en a pensé finalement. Ah, génial. Non, mais je trouve que c'est pour ça que je voulais en parler justement. Quand on part avec des organismes comme ça, je pense que c'est assez facile, entre guillemets, de pouvoir trouver justement des personnes qui y sont parties. Et je pense que c'est intéressant de rentrer en contact avec eux. Parce que comme tu l'as dit, tu vois, il t'a fait des vocaux, il a été super ouvert à l'échange, etc. Et c'est un côté quand même un peu rassurant pour toi. Mais je pense aussi par rapport à ton entourage. Bon, la Bulgarie, c'est pas non plus un pays, enfin moi, quand on me parle de la Bulgarie, ça me ferait pas peur, mais c'est quand même un pays qui est peu connu. Est-ce que tu pourrais nous dire d'ailleurs comment ton entourage a réagi quand tu leur as parlé de cette mission? Oui, alors je voulais surtout parler pour mes parents, parce que c'est surtout eux qui ont été les plus concernés. On va dire mon entourage, je dirais globalement mes amis, voilà, ils ont tout de suite été très enjoués pour moi, très contents pour moi, puisque c'est forcément, voilà, en fait mes amis sont tous dans cette vibe du voyage, donc forcément ils étaient presque limite envieux de ça. Mes parents étaient un peu plus, on va dire, dans la peur. Ils savaient pas trop à quoi s'attendre, sachant que j'étais jamais vraiment partie longtemps. Enfin, le maximum que j'étais partie, c'était 1 semaine avant ça. Donc forcément, ils avaient un peu peur pour moi. La Bulgarie, comme tu l'as dit, c'est un pays qui est très peu connu. Donc finalement, ils connaissaient vraiment rien sur ce pays. Mon père, il avait beaucoup d'a priori aussi sur ce pays. Mais finalement, je pense qu'ils ont été quand même assez contents pour moi et ils m'ont encouragé quand même à faire ça parce qu'ils se sont rendus compte que ça pourrait m'apporter énormément au niveau expérience personnelle, au niveau voilà, confiance en moi, au niveau... En fait, pour beaucoup de choses, on grandit à travers le voyage et je pense qu'ils commencent à comprendre ça chez moi. Parce que, voilà, avant, ils étaient vraiment assez fermés à l'idée que je puisse voyager. Ils avaient vraiment peur pour moi tout le temps. Et là, maintenant, j'ai fait pas mal de voyages depuis, parce qu'après la Bulgarie, je suis partie 2 mois en road trip avec une amie dans 5 pays différents. Et c'était quelque chose d'impensable il y a quelques années. Mais là, aujourd'hui, ils sont vraiment plus ouverts au voyage. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. Et je pense qu'ils ont fini par accepter, grâce notamment à cette expérience en Bulgarie. Ah, génial. Ça, c'est top. Mais du coup, est-ce que tu te souviens la veille du départ, dans quel état tu étais avant de prendre ce vol justement pour la Bulgarie? J'étais super excitée, je pense que comme tout le monde, j'étais vraiment dans un état complètement excité, euphorique. Je savais pas trop où j'allais mettre les pieds, donc forcément un petit peu d'anxiété quand même. On se dit dans quoi est-ce qu'on va tomber, avec qui je vais tomber, est-ce que les autres volontaires vont être sympas avec moi, etc. J'avais contacté les 2 volontaires avec qui j'étais censée être. Je les avais contactés par mail avant pour justement un peu faire leur connaissance avant d'arriver, etc. Mais donc je prenais mon premier vol toute seule et je retrouvais ces 2 volontaires-là à l'aéroport d'Amsterdam. Donc c'était à cet endroit-là qu'on les rencontrerait. Et c'est vrai que voilà, j'avais quand même un peu cette appréhension quand j'attendais à l'aéroport d'Amsterdam. J'étais la première arrivée. On s'était donné rendez-vous à une porte d'embarquement. J'étais un peu stressée. J'attendais vraiment avec impatience de les rencontrer, mais toujours un petit peu ce petit stress, cette petite boule au ventre quand même. On ne sait pas où on arrive. Mais je dirais que globalement, oui, j'étais beaucoup plus excitée et vraiment impatiente à l'idée de partir. Ça c'est sûr. Ah, super. Et donc, une fois que t'es arrivée sur place? Quand je suis arrivée sur place, ça a été un peu l'émerveillement, comme tout le monde, j'ai envie de dire. J'arrive là-bas, je suis là, tout est nouveau, tout est incroyable, il y a plein de paysages de ouf, quand je suis arrivée avec l'avion, en plus, c'était la première fois que je prenais l'avion sans être côté hublot, donc j'avais vraiment, je me disais, mince, je vais pas voir les paysages depuis la fenêtre, ça va être quelque chose. Et puis je suis arrivée, on avait 1 heure de retard, je crois, avec notre vol, donc
on avait déjà eu un peu cette angoisse. Et puis en plus, notre responsable, elle avait aussi du retard pour venir nous chercher. Donc on a attendu à l'aéroport un certain temps. Quand ils sont venus nous chercher, on a donc pris leur 4x4 pour rejoindre le ranch où on allait travailler. Et là, on voyait tous les paysages. On a vu la ville de Sofia, on a vu les buildings, on a commencé à voir un peu les paysages bulgares, la montagne, ce qu'on appelle la montagne sacrée, je me souviens plus le nom. mais voilà, c'est vraiment ça. Dans l'émerveillement, on était vraiment toutes les trois, on était émerveillés par les paysages et c'est ça en fait, la découverte de quelque chose de complètement nouveau et de complètement différent de ce dont j'ai l'habitude finalement. Parce que du coup, ouais, fais-nous un petit peu rêver quand justement t'es sortie de l'aéroport, les bâtiments, enfin le temps, quel temps il faisait. Est-ce que tu arriverais à nous faire visionner ce que toi tu voyais? Alors les bâtiments eux-mêmes à la sortie de l'aéroport, c'est pas quelque chose d'incroyable, hein. C'est vraiment une ville assez ancienne. C'est pas forcément la partie la plus jolie de Sofia. Je dois dire que c'est pas forcément le meilleur endroit. Au niveau du temps, il faisait vraiment très, 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 très chaud à ce moment-là. Ça contraste vraiment avec les Vosges d'où je venais. Il faisait 15 degrés quand je suis partie et quand je suis arrivée là-bas, il faisait 35-40 degrés. Enfin, vraiment, il faisait super chaud. On mourait de chaud dès le début. D'ailleurs, c'était vraiment la semaine la plus chaude de Bulgarie. Et ouais, je pense que c'était vraiment ça qui nous a le plus marqué, en tout cas moi. Parce que les filles, forcément, elles venaient de Lisbonne. Pour elles, bon, le changement de météo, il n'est pas aussi flagrant que pour moi, forcément. Mais ouais, je dirais que c'est ça. Après, au niveau de la ville elle-même, quand on est sorti de la ville, c'est un peu le trafic aussi qui m'a marqué, parce que je dois dire que le trafic, voilà, ils conduisent un peu n'importe comment, ils changent de voie sans prévenir, voilà, nous, on était avec notre gros 4x4, on se disait au moins on est visible, on prend toute la place, donc ça va, mais ouais, le trafic, ça m'a un peu marqué. Après, c'est pas plus choquant qu'ailleurs, j'ai envie de dire, moi j'ai jamais vraiment vu d'autres villes où ça pourrait être pire. C'est vrai que c'est pas pire du tout que d'autres villes, hein. Voilà, c'est quand même relativement calme, Sofia. Mais voilà, c'est ça qui m'a un peu touchée à ce moment-là. Non, mais je pense que c'est intéressant toujours quand tu sais, là, aujourd'hui, c'est ce qui t'a marqué. Tu t'en souviens parce que t'en parles. Mais maintenant, quand tu vas commencer à voyager un peu plus, ces choses-là, peut-être, elles te marqueront plus. Enfin, tu vois, moi, je sais, là, je suis sortie de l'aéroport de Mexico City. J'ai l'impression que c'est un bordel immense, mais organisé en quelque sorte. Donc on fait plus trop gaffe et on fait attention à d'autres choses. Donc je trouve que c'est super intéressant. Et là quand t'es arrivé justement dans on va le dire franchement, trop du cul du monde, parce que tu disais que t'étais dans un petit patelin quelque part dans la Bulgarie. Tu te souviens de tes premières réactions? Si je peux juste rajouter la phrase d'avant là, ce qui m'a aussi pas mal marqué, c'était la présence des Français en fait. Beaucoup de Français partout. Et en fait ça c'est, depuis que je voyage, c'est ça qui me marque le plus à chaque fois. Même en Grèce, etc., quand j'étais en Croatie, tout ça, c'est ça qui me marque le plus. C'est la présence des Français partout. Incroyable. C'est vrai. Et là, je disais ça à mes amis en disant, il y a des Français partout. Elles me regardent comme si c'était normal. Parce que forcément, mon amie avec qui j'avais fait le road trip, elle a beaucoup voyagé. Elle a été en Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, enfin, elle a beaucoup voyagé. Donc pour elle, ça la choque plus, en fait, de voir tous ces Français. Mais moi, qui ai jamais beaucoup voyagé, ça me choquait, en fait, de dire, il y a des Français partout. Tu marches dans la rue, au fin fond d'Athènes, ou je sais pas où, tu crois des Français. Et ça, c'est incroyable. Et même les Portugaises avec qui j'étais, on était applaudies, j'entendais parler français autour de moi, je me disais, c'est pas possible, il y a des Français partout, quoi. On part de France pour éviter les Français, mais ils sont là quand même. C'est drôle, alors je vais rebondir là-dessus. Deux choses, les Français ont beaucoup de vacances, donc bon, il faut bien qu'ils partent, hein, les pauvres quand même. Et moi, je trouve qu'il y a des Chinois partout. Bon, plus maintenant, à cause de Covid, je trouve que le voyage a changé. Mais moi, je sais qu'aux États-Unis, c'était quelque chose qui me marquait, peu importe où tu vas. Et je veux pas faire de stéréotypes, mais franchement, c'est ce que moi je voyais. C'est des bus de Chinois, Japonais, peu importe asiatiques, qui arrivent. Et en plus, ils arrivent en bus, ils prennent des photos et ils remontent dans le bus et ils partent. Donc moi, c'est plus les Asiatiques qui m'ont choquée quand je voyageais que les Français. Parenthèse de New York, par contre, quand je suis allée à New York, j'avais l'impression d'être en France. Mais je trouve que c'est drôle que toi, tu vois beaucoup de Français. Et donc là, même dans ton petit patelin, t'es retombée sur des Français? Non, pas du tout. Là, c'est complètement différent. Parce que Sofia, c'est quand même une ville touristique, donc c'est normal de voir des Français, Plovdiv aussi. Par contre, non, ce petit patelin, c'est vraiment perdu, et il y avait que des Bulgares qui parlaient pas un mot d'anglais. Les gens qui parlaient anglais là-bas, ça se résumait à notre responsable et une personne du village qui parlait anglais, parce qu'elle était, je sais plus, professeure ou quelque chose comme ça. Et c'était elle, en fait, qui faisait toute la traduction. On avait été boire une fois un verre avec les habitants dans le petit bar du village. Mais vraiment, quand je dis bar, c'est tout, en fait. C'est bar, c'est mairie, c'est mini-café, c'est un mini-shopping. Enfin, c'est tout petit, en fait. C'est vraiment, t'as 2 tables et c'est fini, quoi. Et on avait été boire un coup là-bas avec les anciens du village. En fait, c'est plutôt
une population assez âgée, hein, forcément, comme c'est assez rural, c'est très âgé au niveau population. Et voilà, il y avait cette personne-là qui parlait anglais, c'était elle qui traduisait tout pour nous, en fait. La conversation avec les locaux se limitait à parler avec cette dame-là qui faisait la traduction pour nous. Est-ce que tu t'étais amusée à apprendre quelques mots en bulgare avant de partir ou pas du tout? Alors oui, un petit peu, mais je dirais que la majorité, j'ai beaucoup appris sur place, hein. J'ai vraiment retenu les chiffres, les couleurs, tout ça, j'ai retenu avec les leçons qu'on fait avec les enfants. Parce que forcément, pendant les leçons d'équithérapie, notre responsable, elle était en train de compter avec les enfants bulgares, en train de dire les couleurs, certains animaux aussi. J'ai appris, comme on disait, monstre en bulgare. Ça peut paraître un peu stupide comme mot, mais ça m'a marqué. Pour dire monstre, on dit chudovishte. Waouh, tu peux répéter? Chudovishte. Chudovishte, ouais, il est pas facile comme mot. En effet, mais ça m'a marqué de ce mot-là. Après, voilà, les animaux, j'ai retenu le lapin, c'est Zaek, la coccinelle, c'est Kalinka. Il y avait quoi? La banane, c'est banane. Est-ce que tu as appris logique, assez. Est-ce que tu as appris à dire bonjour? Je ne parle pas bulgare. Oui, alors là tout de suite, je me souviens plus, mais oui, je l'avais appris effectivement. Et on arrivait en fait à communiquer avec les locaux aussi en leur disant. C'était surtout quand on était au métro à Sofia. Là, on a eu beaucoup de difficultés de communication avec les locaux. C'est bizarre parce que Sofia, on dirait c'est vraiment une ville touristique. Les gens devraient parler anglais un peu partout. C'est le cas, mais dans certains endroits comme le métro, les gens ne parlent pas du tout anglais. Et là, on a eu des grosses difficultés de communication avec eux. D'accord. Et donc ensuite, une fois que t'es arrivée sur place, d'ailleurs, ça fait très longtemps que je n'ai pas posé cette question à mes invités, mais est-ce que tu t'es dit, mais punaise, qu'est-ce que je fous là en fait, au milieu de ce village bulgare? Pas vraiment, parce qu'en fait, le village bulgare, ça ressemble quand même assez bien, enfin en termes de population, on va dire, ça ressemble assez à ce que moi j'ai l'habitude de vivre, hein, parce que dans mon village, j'ai moins de 200 habitants, hein, donc c'est vraiment tout petit. Là-bas, dans ce village-là, je dirais que c'était à peu près la même chose en termes d'habitants. Maintenant, ce qui était assez perturbant, c'est qu'on n'avait ni réseau, ni internet, partout. Donc notre maison, en fait, d'ailleurs pour l'anecdote, quand on est arrivé, comme je disais, c'était la première semaine de août, c'était vraiment la semaine la plus chaude en Bulgarie. On est arrivé dans notre maison, qui est quand même une très vieille bâtisse, vraiment c'est quelque chose, des maisons du siècle dernier, hein, j'ai envie de dire, et on n'avait pas d'eau. On n'avait pas d'eau. Pendant 3 jours, on est resté sans eau dans notre maison. Alors je te laisse imaginer avec la chaleur qu'il faisait dehors, à travailler avec les chevaux, dans la poussière, etc. On pouvait même pas prendre de douche, on pouvait même pas boire. Il n'y avait pas d'eau pour les toilettes non plus. C'était une catastrophe. Ça nous a marqué comme expérience. On est arrivé 3 jours sans eau parce que la maison était trop vieille, il y avait des soucis avec la tuyauterie, je sais pas. Mais ce qui nous a aussi marqué dans cette expérience-là, c'est les locaux. Parce que les locaux étaient vraiment touchés en fait par cet événement-là qu'on a eu. Ils étaient vraiment, ils sont tous venus nous voir, nous demander si ça va, ils nous proposaient de nous aider en fait tout simplement. Ils étaient vraiment adorables sur le moment. Ils étaient vraiment en fait concernés par le fait qu'ils avaient des étrangers dans leur village. Ça peut paraître un peu stupide, mais c'est vraiment ça. Ils sont vraiment venus nous voir, vérifier qu'on allait bien. C'est vraiment touchant, quoi. Ah, c'est trop mignon. Bah oui, puis surtout, enfin, le projet pour lequel vous étiez venu, c'est quand même aussi un projet qui est super humain. Donc je trouve que c'est bien de recevoir aussi à son tour dans ces situations. Mais là, avoue quand même que t'as dû te dire au bout de 24 heures, punaise, mais c'est quoi ce délire? Où est-ce que je me suis foutue? Tu peux le dire, hein, c'est pas grave. Là, pour le coup, c'est vraiment sorti de notre zone de confort parce qu'on a vraiment pris conscience de la chance qu'on a en fait en tant que Français, enfin en tout cas en tant qu'Occidentaux, d'avoir des douches, d'avoir de l'eau chaude chez nous, d'avoir en fait ce confort dont on a l'habitude et dont on réalise pas en fait la chance qu'on a. Parce que c'est pareil, là-bas au ranch, ils ont pas l'eau courante. Enfin, si, ils ont l'eau courante, mais elle est très limitée puisque c'est une pompe solaire, donc qui fonctionne que s'il fait beau. Donc, ce qui veut dire qu'on a un bidon d'eau qu'on utilise pour faire la vaisselle, notamment. On a un petit évier, on a un grand bidon d'eau, on le remplit. Donc, quand il y a du soleil, ils le remplissent tous les matins. Et il faut vraiment faire attention à l'eau pendant la journée. Quand on fait la vaisselle, il faut pas laisser couler l'eau trop longtemps. Enfin, c'est des petits gestes comme ça, vraiment faire attention à l'eau. On n'a pas l'habitude de faire ça en France. Nous, on a l'eau qui coule du robinet comme ça, de façon logique, j'ai envie de dire. On a complètement perdu la notion de cette chance qu'on a d'avoir de l'eau comme ça qui coule. Et je trouve que c'est incroyable quand tu réalises la chance que t'as. On se dit ah ouais, quand même, il y a vraiment un niveau de pauvreté qui est plus important aussi en Bulgarie. On le réalise à travers l'eau, mais avec d'autres choses aussi, ça c'est sûr. Il faut savoir qu'en Bulgarie, le SMIC il est quand même bien moins important qu'en France. Hein. Il est de l'ordre de 200 € par mois, je crois. Waouh, ouais, c'est rien du tout. Mais du coup, est-ce que tu dirais que ces habitudes que tu as dû apprendre à implémenter dans ton quotidien, tu les as gardées aujourd'hui maintenant que tu es rentrée chez toi, ou t'as repris un peu ta vie à la française et t'as aucun souci à laisser couler l'eau comme ça? Non, je pense que j'ai repris la vie à la française. Hein. C'est clairement
les douches chaudes, on s'en passe pas comme ça, même s'il a fallu faire attention parce que c'était pareil. En Bulgarie, c'est un pays où on utilise des chauffe-eau. Donc ça veut dire qu'il faut brancher le chauffe-eau au minimum une demi-heure avant de prendre sa douche. Parfois, c'est un peu faut devoir attendre. Tout, si on est trois à prendre notre douche, si on prend trop de temps sous la douche, il y a plus d'eau chaude pour les suivants. Et ça nous a posé problème à plusieurs reprises. Même à la fin, même au bout de 2 mois, on n'était toujours pas habitué à ça. Donc voilà, c'est quelque chose, faire attention à l'eau. C'est parfois encore difficile. Hein. C'est clair. Là, j'en suis sûre qu'il y en a qui nous écoutent, qui peuvent penser que ça peut être un peu traumatisant, mais je pense pas que c'est si traumatisant que ça. Je pense que ça nous fait surtout réaliser de la chance qu'on a au quotidien et des petites choses comme ça. Oui, je dirais que c'est pas forcément traumatisant, mais ça dépend pour qui. Parce que pour te raconter justement une anecdote, on était, donc comme je disais, on était 3 volontaires, hein, je suis partie avec 2 Portugaises, et on a une des 3, au bout de 3-4 jours, ouais même pas, 3 jours, elle a commencé à se sentir super mal, elle a commencé à avoir des problèmes à l'estomac, elle pouvait plus du tout manger, elle avait des vomissements, etc. Enfin vraiment, elle était super malade, elle était super affaiblie. Et au bout de 4 jours, on l'a renvoyée chez elle parce qu'elle pouvait vraiment pas rester dans le volontariat. Elle avait en fait un gros dépaysement en fait. Elle était complètement dépaysée. Le manque d'eau, ça ne l'a pas aidé vraiment non plus. Et elle a été obligée de rentrer chez elle. Elle pouvait vraiment pas s'adapter au volontariat. Elle pleurait tous les jours. Elle était vraiment pas dans du tout. Alors que nous, avec l'autre fille portugaise, on s'adaptait en fait. Bien sûr, c'était pas facile pour nous non plus de pas avoir d'eau. Mais on a réussi à s'adapter, on a réussi à s'intégrer. Et puis surtout, on avait aussi ce domaine de compétences qui nous mettait beaucoup plus dans une zone de confort. Parce que moi, j'étais spécialisée, entre guillemets. Spécialisée, c'est un grand mot, hein, parce que je suis pas non plus une pro, mais je connais bien les chevaux. Donc pour moi, c'était un peu ma zone de confort. Et pour cette autre fille portugaise, qui est d'ailleurs devenue une super amie à moi aujourd'hui, on se parle tous les jours, on est super proches maintenant. Donc vraiment, j'ai hâte de retourner la voir au Portugal. Petite parenthèse. Mais cette fille-là, elle a une spécialité, entre guillemets, sur les enfants. Et surtout les enfants handicapés. Elle, c'est son domaine, c'est sa zone de confort. Donc finalement, nos compétences, elles étaient vraiment complémentaires. Moi sur les chevaux, elle sur les enfants handicapés, et ensemble, on faisait des miracles. Donc on a vraiment, comme du coup cette fille-là, elle est rentrée chez elle, on a été toutes les deux pendant 2 semaines, il me semble, on était que toutes les deux pendant 2 semaines. Donc on devait assumer les missions de 3 volontaires, hein, quand on était à 2, voilà, c'est plus de boulot, mais en même temps, on faisait vraiment du super boulot, on était hyper complémentaires. Et du coup, ils ont dû recruter une autre personne pour remplacer cette fille-là qui était partie. Donc on a eu une autre portugaise à la place, qui était aussi intéressante. Peut-être pas autant que cette fille avec qui j'ai créé des liens, mais elle avait sa part du travail en fait finalement. Et elle avait pas forcément de domaine de compétences particulier, elle n'était pas vraiment liée à cette mission d'une manière ou d'une autre. En fait, c'est une fille, elle venait juste de rentrer d'un échange en Grèce, et elle avait juste envie de repartir en fait, elle voulait pas rester chez elle. Donc elle a pris plus ou moins la première mission et elle nous a rejoints. Et faut dire que les premiers jours, elle a eu aussi un petit peu de mal à s'adapter. Elle disait je vais rentrer chez moi, j'en ai marre. Enfin vraiment, elle a eu beaucoup de mal aussi à s'adapter parce qu'elle c'est une citadine, donc vivre dans un petit village perdu comme ça peut être difficile pour certaines personnes. Mais c'est vrai que nous on était là, on l'a soutenue, on l'a encouragée, elle a réussi à aller jusqu'au bout de la mission, heureusement, parce que s'il avait fallu changer une 3e fois de personne, on aurait eu un peu de mal. Mais voilà, c'est pour dire que c'est pas traumatisant, mais ça peut être difficile de s'adapter dans certains cas. C'est vrai que moi j'ai l'habitude de vivre à la campagne, donc c'est pas un problème pour moi de vivre paumé et de pas avoir internet. Mais pour d'autres, ça peut être plus traumatisant effectivement. D'accord. Et du coup, par rapport à ça, le corps européen, ils ont aucun souci si vraiment t'es dans un état où c'est plus gérable pour toi, il y a aucun souci pour rentrer dans ton pays d'origine. Exactement. Alors par contre, cette personne-là, elle a pu rentrer chez elle, mais le billet d'avion, elle a dû le payer. Il n'a pas été remboursé par le corps européen. En fait, elle a dû signer une décharge comme quoi elle n'a pas pris part au projet. Et en fait, le corps européen a considéré qu'elle n'était jamais venue en Bulgarie finalement. Ok, donc c'est un point intéressant peut-être, c'est si on part, oui, mais peut-être quand même avoir de l'argent de côté pour prévoir un retour qui peut être imprévu en fait. Okay. Exactement. Ok, super. Et donc du coup, je sais que tu m'avais dit que tu avais d'autres petites anecdotes. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais partager par rapport à la Bulgarie? Parce que je vais pas pouvoir te poser les questions de comment on ouvre un compte en banque, est-ce que tu as passé ton permis, etc. Parce que toi, tu savais que c'était une mission de courte durée. Mais est-ce qu'il y a d'autres anecdotes que tu aimerais partager avec nous sur les Bulgares ou la Bulgarie en général? Oui, alors il y a pas mal de choses quand même. On a fait pas mal d'aventures assez incroyables en Bulgarie. Alors déjà, par rapport aux Bulgares eux-mêmes, faut savoir que on a eu comme préjugé avant qu'on parte et même sur place, comme quoi les Bulgares étaient vraiment très froids, pas du tout accueillants et que vraiment c'était compliqué pour eux d'être ouverts aux touristes. Et en fait, ça s'avérait un peu vrai. Pas complètement, mais un peu vrai. C'est-à-dire que dans les grandes villes comme Sofia, on a vraiment remarqué que les Bulgares étaient très froids. Honnêtement, c'est comme l'anecdote du métro que je te disais, on a eu des gros problèmes de communication et en plus de ça, ils étaient vraiment froids. Enfin, on n'arrivait pas du tout à communiquer avec eux et ils étaient presque méchants en fait.
Dans les restaurants, pareil, pas très sympathique non plus. Enfin, ça nous a un peu marqué à ce niveau-là. Par contre, le contraste était vraiment marquant avec les anciens du village dans lequel on était. Parce que là, pour le coup, ils étaient vraiment super ouverts d'esprit, super chaleureux, prêts à nous aider, coûte que coûte, j'ai envie de dire. Vraiment, ils étaient là. Quoi qu'il arrive, ils étaient là pour nous. Et d'ailleurs, notre première rencontre avec le propriétaire de notre maison dans laquelle on habitait, c'était un Bulgare justement du village. On a eu une rencontre qui était un peu atypique, entre guillemets. C'est qu'on était en train de marcher sur la route pour aller vers le ranch. Donc, il y a à peu près 10 minutes à pied entre la maison où on habite et le ranch où on travaillait. Il y avait à peu près 10 minutes à pied. On était en train de marcher là. Et il y a une voiture qui s'arrête près de nous et il nous parle en bulgare. Il nous propose en fait de nous emmener au ranch. Donc nous, on arrive à capter quelques mots quand même. Il nous parle de l'eau, il nous parle de la maison. Donc moi, j'arrive à capter les mots en bulgare. Eau qui se dit voda, j'arrive à comprendre qu'il parle de l'eau, qu'il parle de la maison. Il parle du ranch. Donc je me dis comment il peut deviner qu'on va au ranch. Voilà. Et c'est là que j'en déduis que ça doit être le propriétaire de la maison. Puisqu'il a su qu'on n'avait pas d'eau pendant 3 jours. Donc je pense que voilà, c'était assez logique pour moi de comprendre que c'était le propriétaire. Et en fait, il nous a proposé de nous emmener au ranch. Mais nous, c'était un peu comment dire, effrayant parce qu'on était 2 filles, on marchait sur la route, on a un mec âgé qui s'arrête, qui propose de nous emmener en voiture. On était pas très rassurés par cet événement. C'est clair. On a fini par accepter et au final, c'était super parce qu'on a gagné du temps déjà. Mais en plus de ça, on a pu le rencontrer et après, il a commencé à nous connaître, donc on l'a vu de plus en plus. Qu'il venait, en fait, lui, c'est un propriétaire, il a sa maison à lui dans le village, mais ils n'ont pas de douche chez eux. Donc, s'ils veulent prendre des douches, ils viennent dans notre maison. Ils mettent en place le chauffe-eau, là. Il revient plus tard, lui, avec sa femme, pour prendre une douche dans notre maison. Donc, c'était perturbant parce qu'il est venu une fois dans la maison, il a allumé le chauffe-eau, comme ça, et il a regardé les filles, et les filles ne savaient pas comment réagir. Et en fait, non, il venait pour mettre l'eau à chauffer pour pouvoir prendre une douche avec sa femme. Mais comme on parle pas bulgare, on n'avait pas compris qu'il venait pour ça. Ah oui, ça doit être un peu flippant quand même comme expérience. Un peu, oui. Voilà, après... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On avait fait une randonnée autour du ranch sur un chemin, mais en fait les chemins, c'est pas du tout des chemins. Enfin, c'était la forêt limite. C'était des chemins, mais en fait il y avait tellement de végétation sur le chemin que ça nous a vraiment marqué. Alors c'est quelque chose. En France les chemins sont quand même très bien tracés. Même les plus petits sentiers sont quand même bien délimités. Et là vraiment non, c'était un chemin qui était pourtant bien indiqué sur la carte et tout, mais il y avait pas de chemin, il y avait de la végétation. C'était l'aventure de marcher là-dedans, hein, clairement. En fait, c'est toi qui fais le chemin pendant que tu marches. Ils sont pas faits, les chemins. C'est ça. Alors, ça, c'était la première randonnée qu'on a faite. Et comme première randonnée, ça nous a un petit peu marqué, entre guillemets. Puis il faut savoir qu'il y a beaucoup de chiens sauvages partout. En Bulgarie, il y a énormément de chiens. Alors sauvages, pas forcément, mais en tout cas des chiens errants. Il y a beaucoup de chiens errants dans le village, énormément. Donc souvent, en fait, quand on voulait descendre au petit bar du village, on évitait, en fait, il y avait une rue en particulier où on savait qu'il y avait tout le temps les chiens. Donc on évitait cette rue-là, on passait par un autre chemin qui pouvait être parfois plus long, juste pour éviter, en fait, les chiens. Parce que ils peuvent nous courir après, on sait pas trop comment ils peuvent réagir, donc on avait un peu aussi cette appréhension. Et d'ailleurs, en parlant des chiens, on a eu une fois une chienne du village qui est d'ailleurs adorable et vraiment super gentille. Elle venait devant notre maison parce qu'elle avait faim. Et un jour, elle est rentrée dans la maison. On ne sait pas comment elle a fait pour rentrer, mais elle est rentrée dans la maison. On l'a retrouvée dans l'entrée en fait de la maison. Elle attendait. Elle était assise là, en plein milieu. Elle attendait. Et quand on l'a vue, on a été lui donner un peu nos restes de repas, etc. Moi, j'ai dit au fils, c'était pas forcément une bonne idée parce qu'après, elle va revenir. Si on lui donne à manger, elle va revenir. Mm-hmm. Mais elle était tellement gentille et en fait, elle avait des chiots. Donc c'est pour ça qu'elle voulait absolument manger. Comme ça, mais c'était vraiment mignon comme histoire et en même temps un peu flippant parce que forcément, un chien qui rentre dans ta maison, tu le connais pas, c'est un peu bon. C'est clair. Et du coup, en parlant pour en revenir au niveau des repas, c'était quoi vos repas exactement? À quoi ils consistaient? Alors, ça dépendait vraiment. En fait, c'est elle qui faisait les repas la plupart du temps. Parfois, c'était nous, mais la plupart du temps, c'était notre responsable. On mangeait très souvent au ranch ou alors elle nous préparait des repas qu'on emmenait dans notre maison. On a goûté plusieurs plats bulgares assez différents les uns des autres. Parfois, ils faisaient aussi des repas un peu plus traditionnels. Une fois, d'ailleurs, j'ai même fait une quiche lorraine. C'était pour le repas français, justement. On avait une journée chacune dans laquelle on présentait un peu notre pays. Et dans ce pays-là, enfin, dans cette journée-là, j'ai fait une quiche lorraine. Et ça m'avait bien plu, d'ailleurs. Ils connaissaient absolument pas et ils ont adoré. Super. Bon, moi, j'adore la quiche lorraine. D'ailleurs, j'en ai mangé une encore la semaine dernière, pour te dire. Mais c'est quoi un plat typique de Bulgarie, par exemple? Parce que j'en ai vraiment aucune idée. Alors, un plat typique... Ce qui m'a le plus marqué au niveau de la nourriture, c'était le fait que c'était épicé. Que pour moi, qui n'ai vraiment pas l'habitude de manger épicé, c'était très, très épicé. C'est ça qui m'a le plus marqué. Pour les filles du Portugal, elles mangent déjà bien plus épicé
avec moi. Donc ça les a moins choqués, mais pour moi, c'était très épicé. C'est ça qui m'a le plus marqué. Après, pour les plats eux-mêmes, beaucoup de légumes, beaucoup de viande aussi. Voilà. D'accord, ok, ouais, puisque c'est intéressant, tu vois, j'aurais pas deviné. Moi, je sais pas, je les verrais bien manger, comme il y a des influences grecques, manger genre du riz, des choses comme ça. Mhm. Tout ce qui est hummus. Ouais, pas mal. Après, je sais que vers la mer Noire, il y a beaucoup de poissons. Si ça, c'est parce qu'ils sont près de la mer, il y a des choses comme ça. Et du coup, vos journées, c'était du lundi au vendredi? Comment ça se passait au niveau des horaires, etc.? Alors, pas du tout. En fait, c'était tous les jours. Enfin, non, en fait, le dimanche, c'était off, si je me rappelle bien. C'était du lundi au samedi, me semble. Et au niveau des horaires, on avait souvent des cours le matin, mais pas l'après-midi. Donc très souvent, on prenait aux alentours de 10h, par exemple, ou 9h30, ça dépendait. C'était assez tranquille le matin, c'était pas forcément très speed. Et l'après-midi, en général, comme il faisait super chaud, notamment au tout début, on avait les après-midi plus ou moins off. On revenait en fin d'après-midi pour la routine du soir avec les chevaux. Mais sinon, ouais, la plupart du temps, on était vraiment libre les après-midi parce qu'il faisait vraiment super chaud et c'était quand même assez fatigant. Donc en général, l'après-midi, j'étais bien contente de rentrer, de me poser, de parfois faire des siestes aussi, ça m'arrivait. Parce que j'ai eu beaucoup de mal quand même à supporter la chaleur. Ça, c'est peut-être quelque chose. Les premières semaines, ça a été très très difficile pour moi de supporter la chaleur. Donc ça, c'est quelque chose. Voilà, il faut s'y préparer quand même. Après, on a eu un mois de septembre qui était encore relativement chaud, mais vers la fin, c'était un petit peu plus frais. Il y a même eu des journées où on avait des 2 degrés. Pour les filles portugaises, je n'avais pas l'habitude d'avoir aussi froid que ça, hein, finalement. Donc, c'était un peu, voilà, la grande différence de climat. En l'espace d'une semaine, on a eu des températures super chaudes et des températures super froides. Ça nous a un peu marqué. Mais sinon, non, les après-midi, tranquille. En plus, comme je disais, on n'a pas de connexion Internet. Donc, ni Orange, ni à la maison. Le seul endroit où on arrive à capter du réseau et de l'Internet, c'était au niveau de la petite église, qui était vraiment juste au-dessus de notre maison. Hein. Une petite chapelle sur une colline, et c'est le seul endroit du village qui capte vraiment bien la connexion. Donc, forcément, dès qu'on y allait, c'était là où on appelait nos familles, c'était là où on allait sur Internet. Donc, forcément, j'ai utilisé beaucoup de 4G. Hein. J'ai fait beaucoup de forfaits aussi, forcément. Oui, parce qu'il fallait que tu télécharges des épisodes de Filles Expat aussi, pour t'occuper les après-midi. Évidemment. Super. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais partager? Oui, après au niveau des anecdotes, nous, donc on a fait plusieurs petits voyages, on a profité quand même de notre expérience pour aller visiter, on a été visiter Sofia pendant 3 jours, on a été visiter Plovdiv pendant 3 jours également, on avait le droit aussi à 1 semaine de vacances, donc ça c'est quelque chose, on a le droit à 2 jours de congé par mois de volontariat. Donc on avait droit à 4 jours pour nos 2 mois, sauf qu'en fait on a réussi à combiner avec les fins de semaine qui sont toujours off, donc on a réussi à avoir 1 semaine complète de vacances. On est parti 1 semaine à la mer Noire, du côté de Sozopol. C'était absolument incroyable aussi, hein, honnêtement. Le seul inconvénient, c'est qu'on ne pouvait pas se baigner, parce qu'en fait il y avait drapeau rouge tous les jours sur la plage. Mais vraiment, les séjours qu'on a fait un peu à droite à gauche, absolument incroyable. Et je dirais que ce que j'ai préféré en Bulgarie, c'était à la fois Plovdiv, une ville ancienne, vraiment incroyable, c'était magnifique cette ville, je recommande à tout le monde d'y aller un jour. Autant Sofia, c'est une ville qui commence à se moderniser, donc c'est pas forcément autant typique que ça l'était avant, mais autant Plovdiv, c'est absolument incroyable, vraiment il faut y aller un jour, ça c'est sûr. Et sinon, ce que j'ai préféré aussi, c'est la randonnée des 7 lacs de Rila. Ça, c'était aussi incroyable. Vraiment, c'était quasiment le dernier week-end où on était là-bas, donc en fin septembre. On est parti. Je suis partie avec juste une des 2 filles portugaises, celle avec qui je m'entends le mieux, et on a fait la randonnée. Ce jour-là, en plus, il pleuvait le matin, on n'était pas sûr de pouvoir faire la randonnée. On a réussi à la faire, et honnêtement, les paysages, c'est juste incroyable. Vraiment, j'ai même pas de mots, mais c'est sensationnel, c'est à couper le souffle. Je pense que c'est l'un des plus beaux sites de Bulgarie, honnêtement, et c'était le voyage que j'avais le plus envie de faire en Bulgarie, c'était cette randonnée-là. Donc honnêtement, super. Je recommanderais. Est-ce que cette randonnée, elle se fait une journée? Ça dure longtemps, ouais. Ça dure facilement 7 heures de randonnée si on fait la totalité. Nous, on n'a pas fait la totalité parce qu'en fait, il y a encore un point. On peut monter jusqu'en haut de la montagne et avoir une vue sur l'ensemble des 7 lacs. Mais nous, on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'en haut parce qu'en fait, après, les nuages commençaient à vraiment arriver. Ils commençaient à faire un peu moche, un peu froid. Il y avait beaucoup de vent. Donc, on a dit tant pis, on fait demi-tour. On va pas jusqu'au point de vue sur les 7 lacs. Mais on a quand même réussi à en voir jusqu'à 6 en même temps. Donc sur les 7, c'est plutôt pas mal quand même. Et pour continuer un peu sur les anecdotes que j'ai, j'en ai encore 2-3 parce qu'en fait, forcément, nous, quand on a été à Sofia la première fois, donc c'était le 2e week-end d'août, il me semble. C'était vers la mi-août, on était parti à Sofia. Et en fait, on n'avait personne pour nous emmener à Sofia. Parce qu'en fait, il n'y a pas de transport en commun dans le village. Donc ça, c'est quelque chose... si on veut aller quelque part, c'était toujours eux qui devaient nous emmener quelque part. Donc forcément, Sofia, c'est pas la porte à côté. On avait une 50aine de kilomètres de Sofia. Donc quand même, ça fait un petit bout de route. C'est clair. Et ce jour-là, en fait, il y avait personne pour nous emmener.
Ils n'avaient pas le temps en fait de demander jusqu'à Sofia, de faire l'aller-retour, ça leur prend quand même un certain temps. Donc en fait, la solution qu'ils ont trouvée, c'est de faire appel aux parents d'un enfant avec qui on avait des sessions, qui nous ramènent à Sofia. Sauf que ils étaient déjà les 2 parents plus l'enfant. Donc je peux t'imaginer qu'il reste 1 place et demie dans la voiture. On était 3. Donc on a dû se mettre à 3 sur 1 place et demie. On était un peu on essayait de rentrer les unes sur les autres un peu comme on pouvait. C'était assez marrant d'ailleurs de faire autant de routes comme ça en étant encastrées les unes avec les autres. Là, c'était un peu compliqué. mais c'était marrant et avec le recul, on en rigole. On se dit c'était peut-être pas confortable sur le moment, mais on en rigole. Ouais, donc il n'y a pas trop de contrôle routier, j'imagine. J'ai pas trop l'impression. Après, on a un autre truc par rapport à l'état des routes, etc. Il faut savoir que les routes, vraiment, sont dans un état... c'est pire qu'en France, c'est pire que dans les petits patelins. Les routes, vraiment des trous énormes en plein milieu de la route. Personne ne répare, c'est assez impressionnant. Et autre chose aussi, mais qui est plutôt typique des pays du Sud ou de l'Est, c'est qu'en fait, les gens ne font pas le plein eux-mêmes. Il y a des personnes dans les stations d'essence qui font le plein pour eux. Et ça, moi, j'avais jamais vu ça de ma vie avant la Bulgarie. Et elle me disait... notre responsable, elle nous disait, moi, j'ai jamais fait le plein de ma voiture moi-même, en fait. Elle disait, c'est toujours quelqu'un qui le fait pour moi. Alors que nous, en France, on le fait nous-mêmes, notre plein, et j'ai jamais fait appel à quelqu'un pour faire le plein à ma place. Donc, c'est trop bien. Va en Guadeloupe, ils le font aussi. Après, il y a un événement, on a failli mourir. Oh, no. Alors là, c'est assez marquant, c'est qu'en fait, c'était pendant notre séjour à Sofia, justement. On est parti faire une randonnée. Moi, c'était une randonnée que j'avais vraiment très envie de faire sur le mont Vitocha. Donc, il faut savoir que Sofia, c'est une ville qui est très proche de la nature. Vraiment, le mont Vitocha, c'est à quelques minutes de Sofia. C'est vraiment facilement accessible. D'ailleurs, on le voit, le mont Vitocha, on le voit depuis le boulevard Vitocha à Sofia, justement. C'est la rue principale dans laquelle il y a vraiment tous les commerces, etc. C'est le boulevard Vitocha. On voit vraiment cette montagne au loin. Et donc, on était parti faire une randonnée sur cette montagne-là. Et on était parti complètement sans préparation. Donc, on était... il y avait une des filles, elle était en petite tombe ou en petite sandale. Enfin, elle était vraiment pas préparée du tout. On avait de l'eau, mais on n'avait pas de nourriture. On pensait... En fait, la randonnée, elle devait faire en théorie 2 heures, 2h30, il me semble. On devait aller voir une cascade. Et en fait, le chemin était bien plus difficile que ce qu'on imaginait. Donc, on a mis 3h30, 4h rien que pour monter à la cascade. Après, il fallait encore redescendre. Wow. Donc après, il commençait à faire nuit, c'était vraiment l'angoisse. Alors, c'était une randonnée complètement sans préparation, mais qui s'avère incroyable, on va pas se mentir. Quand tu pars comme ça et que tu as des mauvaises surprises comme le manque de préparation, au final, c'est incroyable. Tu arrives en haut, tu es là, mais waouh, c'est incroyable. Et vraiment, on a eu des vues sur la ville qui étaient splendides et absolument incroyables. Mais ça peut quand même être dangereux de partir en randonnée comme ça. Ah oui. En plus, on avait vu un serpent dans la rando, on n'avait jamais vu de serpent avant comme ça. Enfin, c'était assez marquant, cette randonnée. Et à la fin, c'est quand on arrive en bas de la rando. On était épuisés. On avait fait quelque chose comme 5 heures de rando complètement sans préparation. On était absolument épuisés. On n'avait pas de nourriture. On crevait de faim. Enfin, voilà, je te laisse imaginer un peu la situation dans laquelle on était. On s'est assise sur un petit muret en pierre dans la forêt, juste près de la route. En fait, on avait commandé un taxi. On attendait notre taxi. On était juste sur le muret en pierre. Il y a une des 2 filles, elle me dit... moi, je vais aller attendre le taxi sur la route en bas. Donc, c'était à peut-être une 50aine de mètres, un peu en contrebas. Donc, elle s'assoit sur le trottoir. Et là, en fait, j'étais en train de discuter avec l'autre fille qui était restée sur le muret avec moi. Et là, on discute. Et à un moment, elle se retourne. Je me retourne aussi parce que je vois qu'elle se retourne. Et là, je vois, il y a plein de feuilles qui commencent à tomber. Je me dis, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est et tout. Et là, je la vois qui se lève et qui se met à courir. Donc, je me lève, je me mets à courir moi aussi. Et je me dis, mince, il se passe quoi? Et là, il y avait un énorme arbre qui est tombé exactement là où on était assise. Et du coup, on a couru, on est tombé dans notre chute, on est tombé. À un moment, j'ai couru, je suis tombée et je me suis dit, mince, l'arbre, il va me tomber dessus. Je suis pas tombée assez loin, etc. Heureusement que tout va bien. Je me relève, je vais voir parce que j'avais laissé mon sac là-bas, donc je vais voir pour récupérer mon sac, etc. Et là, je vois que l'arbre était tombé vraiment exactement là où on était assise, quoi. C'est fou. À 2 cm près. Mais juste comme ça, il y avait pas de tempête, il y avait rien? Non, il y avait rien. En fait, on suppose que la chute de l'arbre était provoquée par les VTT qui passaient juste avant. En fait, on n'en est pas sûr, mais il y avait pas mal de vélos qui passaient au-dessus juste avant, et peut-être qu'ils ont un peu bougé la terre et que ça a fait tomber l'arbre. On n'en est pas sûr du tout, mais c'était assez flippant comme expérience. Et à ce moment-là, du coup, mon amie qui était en bas sur le trottoir, elle a vu toute la scène, elle nous a vu courir de peur, etc. Enfin, elle a vu toute la scène. Elle disait, j'avais l'impression d'être devant un film catastrophe. Enfin, elle disait, choquée elle aussi autant que nous, alors qu'elle n'a pas vécu l'expérience de l'intérieur. Vraiment, c'était assez improbable. On s'est relevés, on avait les jambes qui tremblaient comme pas possible, on était sous le choc complet. Enfin, vraiment, je
te laisse imaginer, hein, c'est une expérience, vraiment, on a failli mourir à quelques secondes près, il aurait pu nous tomber dessus, quoi. Mais je pense que oui, quand tu frôles un peu la mort comme ça, parce que c'est le cas de le dire, hein, j'imagine que ça doit être quand même bien flippant pendant les minutes qui suivent. Mais c'est fou de se dire que t'es parti de 2 mois et il t'est arrivé autant de choses. Oh là là, mais après ça, on s'est retrouvés donc dans la rue, il y a tous les locaux en fait qui étaient dans le petit quartier là, ils sont venus nous voir, ils nous ont demandé comment ça allait. Alors ils parlaient un petit peu anglais, donc ça m'a quand même surpris. Ils nous ont demandé comment ça allait, si on n'est pas blessé, etc. Ils nous ont même proposé de boire un verre d'eau avec du sucre, ils nous ont dit c'est ce qu'il faut boire quand on est sous le choc, etc. Trop bien. Il y a le taxi qui est arrivé à ce moment-là, donc on est rentré dans le taxi et en fait la dame elle a expliqué en bulgare ce qui se passait au chauffeur de taxi. Le chauffeur il s'est penché pour ouvrir la porte arrière et les dames elles nous ont donné nos verres avec de l'eau sucrée dans le taxi et on a bu ce verre là dans le taxi sur la banquette arrière. On était vraiment en état de choc et on en a parlé pendant tout le trajet retour. Après on est rentré à notre chambre d'hôtel, on a appelé nos parents, on était vraiment choqués quoi par l'événement. Vraiment c'est peut-être pas grand chose quand on le raconte comme ça, mais vraiment sur le coup ça nous a bien marqué quand même. Ah non, mais je te crois, franchement, je te crois. Et d'ailleurs, je vais être un petit peu hors sujet, mais comme tu es en train de parler d'eau, ça m'a rappelé que j'ai lu une chose intéressante sur la Bulgarie, où en général, ce qu'ils font, si par exemple tu vas passer un examen ou quelque chose comme ça, c'est que quand tu sors de chez toi, tes parents, j'imagine, ou quelqu'un de ta famille, ils vont jeter de l'eau par la porte en fait, juste après ton passage et en fait c'est pour souhaiter bonne chance et puis plein de bonne augure par rapport à ce que tu vas passer ce jour-là. Je trouvais que c'était intéressant. Non, j'avais jamais entendu ça. Ouais, non, mais il y a toujours plein de choses super intéressantes à lire quand tu commences à creuser un peu le truc. Eh ben écoute, c'est super témoignage, merci beaucoup. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose ou est-ce que c'est bon, t'as fait le tour des anecdotes? Il y en a encore juste une, c'était quand je te parlais de Rila et tout ça. En fait, il y a eu un moment, quand on était parti faire cette randonnée des 7 lacs de Rila, en fait, on a pris un petit gîte de montagne qui s'appelle le Lovna Hut, donc c'est vraiment en plein milieu de la forêt. Et il faut dire qu'à ce moment-là, on avait pris des bus, on avait pris plusieurs bus d'ailleurs, pour partir du monastère de Rila pour aller jusqu'à la ville de Rila. Et enfin, bref, c'était assez compliqué d'accès. Quand on arrivait dans la petite ville, c'était la dernière ville, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de bus, qu'il n'y avait pas de navette pour aller jusqu'au dernier point. Enfin, c'était les télésièges en fait le départ pour marcher jusqu'au gîte. On n'avait plus de navette, plus rien. On s'est dit mince, comment on fait? Et là, on a vu un gars en fait dans la rue. Il nous a dit si vous voulez, je vous emmène. On s'est dit oula, un gars lambda qui veut nous emmener, c'est bizarre. Il n'avait pas de panneau taxi sur sa voiture, bon, un peu flippant. Il nous propose un prix, bon, ça nous paraît honnête, ok, on accepte. On est monté dans sa voiture. Mon amie, elle a envoyé sa localisation à ses parents parce qu'elle était vraiment inquiète de partir comme ça en plein milieu de la nuit sur des routes de montagne avec un gars inconnu qui parle moyennement anglais. Autant dire que c'était un petit peu effrayant. Et puis on est arrivé en haut au télésiège, il nous a expliqué comment se rendre au gîte, tout ça. Vraiment super sympa le gars. On était agréablement surprise par son accueil et sa gentillesse. Et après ça, quand on arrive au télésiège, il fallait encore marcher environ 20 minutes en plein milieu de la forêt, de nuit, en montée. Je peux dire que c'était une expérience. Vraiment, là, marcher en plein milieu de la nuit comme ça, on a eu super peur. On était là avec nos petites lampes de téléphone à marcher, à ajuster les flaques d'eau. On était vraiment impressionnant. Et quand on est arrivé là-bas aussi, ce gîte, il nous a aussi bien marqué parce qu'il y avait une douche, mais qui était à l'extérieur du gîte. Et la dame, elle nous dit, vous avez de la chance, aujourd'hui, il y a de l'eau chaude. On est allé voir, l'eau était froide, glacée. On s'est dit, ah ouais, c'est ça qu'elle appelle de l'eau chaude, quoi. Choquée. Et puis en plus, comme c'est une douche à l'extérieur, les gens viennent avec leurs chaussures de marche, enfin leurs chaussures de randonnée, et donc forcément il y a de la boue partout. Donc nous on est là, on vient tout habillé avec nos chaussures. Il faut réussir à se déshabiller, à prendre sa douche, à se rhabiller, sans foutre de l'eau partout. Et enfin, c'était assez compliqué finalement de prendre une douche là-bas. Ça nous a bien marqué. Et ce gîte aussi, les lits en fait ils sont très 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 basiques. C'est les lits les plus basiques que j'ai fait de ma vie, honnêtement. C'est juste une planche de bois avec une espèce de morceau de laine dessus qui faisait office de matelas, mais c'était tellement dur. Je me suis dit oula, j'arriverai jamais à dormir là-dessus, je vais avoir mal au dos. Au final ça a été, mais honnêtement surprise, quand même vraiment surprise. C'était tellement atypique comme endroit que vraiment. En plus le gérant de ce gîte, il parlait pas anglais, il parlait bulgare et italien. C'est les deux seules langues qui parlaient, bulgare et italien. Et ben, ça nous a vraiment marqué, honnêtement. Alors du coup, pour celles qui cherchent du 5 étoiles, faites attention lors des réservations. Je suis sûre que ça existe, qu'il doit y en avoir en Bulgarie, mais peut-être pas partout. S'ils veulent du 5 étoiles, enfin pas forcément du 5 étoiles, mais en tout cas s'ils veulent que je leur conseille un hébergement, moi je peux leur conseiller l'hostel Old Plovdiv, vraiment incroyable. Cet hostel, il était génial. Honnêtement, je le recommande à tout le monde. Bah, si tu veux, je mettrai justement le lien du site internet de cet hostel. C'est toujours bien d'avoir des petits bons plans comme tu le fais. Donc, cet hostel. En plus, quand on était arrivé, ils avaient mis sur un tableau, ils avaient écrit
bienvenue, Emeline, et le prénom de l'autre fille, ils avaient écrit en français bienvenue sur le panneau, et j'avais trouvé ça, c'est une petite attention assez touchante. Ouais, ils c'est écrivent clair. en fait dans la langue de l'invité qui va venir. Ah super, non, c'est clair, c'est toujours touchant les petites notes comme ça, tu dis qu'ils ont pris le temps de le faire. Et du coup, si aujourd'hui tu pouvais quand même t'adresser un petit message au moment où justement tu préparais ta mission du corps européen, est-ce que tu te glisserais un petit message? Je dirais vas-y, fonce, hésite pas du tout, ça va être incroyable quoi qu'il en soit, même si il y a toujours des moments qui sont un peu moins drôles, on est toujours un peu dans ce doute, on sait pas trop où on va avec les pieds, mais il faut toujours y aller, il faut jamais avoir peur de sortir de sa zone de confort, et ça c'est quelque chose, on a toujours beaucoup de mal. Je le dis régulièrement à certaines de mes amies, mais c'est difficile de sortir de sa zone de confort, mais quand on y arrive, le résultat il est incroyable en fait, vraiment. C'est clair, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, pour conclure cet épisode, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou chanson préférée? Oui, alors pour ma citation, j'ai d'abord un dicton et ensuite une citation. Le dicton, c'est tout vient à point, à qui sait attendre. Tout le monde le connaît, mais c'est tellement vrai. Plus on est patient, plus les résultats sont incroyables, et ça, c'est vraiment vrai. Et la citation, c'est une citation que j'ai plus ou moins inventée, enfin en tout cas, c'est mon premier vol en avion qui m'a inspiré cette citation. C'est derrière les nuages, il y a toujours un immense ciel bleu. Et ça, quand on pense à tout ce qu'on a vécu avec le Covid, et aujourd'hui, on peut un petit peu revoyager, on peut vivre des expériences de fou, je me dis finalement, ça vaut la peine d'attendre. Ça vaut la peine d'attendre et de pouvoir vivre ces expériences incroyables par la suite. J'adore, mais c'est tellement bien dit, dis donc. Tu devrais te mettre à écrire des citations, signées de ton nom. Surtout, je vais me rappeler de cette citation, derrière les nuages, il y a un ciel bleu. Surtout avec ces journées de temps gris qu'on a en ce moment. Ça m'a marqué parce que justement, quand j'avais pris l'avion, il faisait super moche, il pleuvait à l'aéroport, enfin dans la ville où j'étais, je sais plus, c'était Beauvais peut-être bien, il faisait super moche, on a décollé avec l'avion, on a fait quelques milliers de mètres en altitude, et là on est arrivé en haut, il y avait un ciel bleu absolument incroyable, le soleil qui brillait, et j'étais choquée, en fait, je me suis dit c'est fou, juste tu t'envoles avec ton avion, tu survoles un tout petit peu les nuages, et c'est fou parce que t'as un ciel bleu incroyable derrière au-dessus, et tu te dis même s'il fait moche, le ciel bleu il est là en fait, il est juste derrière, il est caché, mais il est là. Excellent, bah écoute, je trouve que c'est une très belle conclusion, surtout après tout ce que tu nous as raconté. Donc merci beaucoup Emeline. Et puis je te souhaite plein de bonnes aventures pour la suite et d'autres projets d'expatriation. Bah merci à toi pour cette interview et puis au plaisir d'écouter la suite des aventures de FiExpat. Merci.